Deuxième journée de championnat. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, décor un peu champêtre. Je suis dans le fin fond de la Côte d'Or. La Côte d'Or qui n'a plus de club en Ligue 1, malheureusement, depuis la descente du Dijon FCO. Mais c'est pas grave, puisqu'on est là pour parler d'une super journée de Ligue 1. Vous avez été très nombreux sur la première édition de ce débrief. Plus de 20 000 sur YouTube. Merci à vous pour les pouces, pour les abonnements, pour les commentaires, pour les relais, pour tout ce que vous voulez. Merci aussi aux comptes d'autres clubs. J'ai vu que le Petit F, club, je crois que c'est le Petit F, site, compte toulousain, avait repris une capsule sur Gift Orban, ça fait très plaisir. Donc merci à vous pour le soutien, on va continuer comme ça, même quand je suis en vacances le week-end et que j'inflige les matchs de Ligue 1 à la personne qui m'accompagne. Adeline, on te salue. On va donc débriefer ensemble cette journée de Ligue 1, riche journée de Ligue 1 que j'ai vue en quasi-intégralité, puisque j'ai vu 6 matchs ce week-end, je n'ai juste pas vu le multiplex parce que j'étais dans le bus. Donc on passera assez rapidement malheureusement sur ces 3 matchs-là. Mais les 6 autres matchs, on va en parler en long, en large et en travers. Si je regarde de côté, c'est parce que mon setup est ici. Les résultats d'abord de cette journée, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avions Paris Saint-Germain-Angers, un match un peu chiant comme d'habitude, le même match que contre Nantes, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Marseille-Paris FC, 7 buts dans ce match, avec un résultat plutôt en trompe-l'œil puisque l'OM n'a pas été foufou, mais 5-2 pour l'OM, bien aidé par le coaching désastreux du Paris Football Club. Nice-Auxerre, une belle victoire niçoise, bien construite notamment par Tom Louchet, vous allez le voir, il a été dans l'équipe type. Derrière, on a le carton de l'Olympique Lyonnais contre Metz, l'Olympique Lyonnais leader, Ameno. Lyon est leader de Ligue 1, on en parlera un peu plus tard. Lorient qui a tarté la gueule de Rennes pour la simple et bonne raison que Rennes avait décidé de prendre 2 cartons rouges dans les 10 premières minutes du match. Le Havre lance un match à l'avantage des Havrais et qui pourtant a tourné en faveur du RC Lens à la faveur de 2 buts, on va dire réalistes, un but de Ryan Fofana, un but de Wesley Saïd. Derrière, on a une victoire de Strasbourg contre Nantes dans un match plutôt équilibré mais qui a profité au réalisme des Strasbourgeois. Enfin, le réalisme, il faut le dire assez vite puisque Emega a croqué comme pas possible avant de enfin réussir à marquer. Toulouse-Brest, victoire 2-0 des Toulousains sur 2 erreurs monumentales de la défense brestoise. Ce sera un des grands axes du débrief de ce match. Et on a terminé avec un bon Lille-Monaco, du suspense jusqu'au bout et le but d'Olivier Giroud qui vient délivrer le stade Pierre-Mauroy et permettre aux Lillois d'engranger leur première victoire de la saison contre un Monaco assez décevant après son premier match assez intéressant. Voilà pour les résultats de la journée. On a eu du but, il y en a eu 26 je crois, 26 buts. On va débriefer ça un par un, sauf les matchs entre Le Havre et Lens, Strasbourg-Nantes et Toulouse-Brest que j'ai pas vu, donc on va en parler très brièvement parce que j'ai cette analyse-là que sur la base des résumés, j'ai pas pu faire mieux, je suis désolé, j'étais à Turin ce week-end, j'étais occupé à manger des pizzas et à shitposter au musée. On va commencer dans un premier temps par le premier match de ce week-end. Le premier match de ce week-end, c'était, laissez-moi le temps de l'afficher, Paris Saint-Germain-SCO d'Angers. Paris Saint-Germain-SCO d'Angers. Alors on avait une première rencontre du côté des Parisiens à la Beaujoire, qui avait été un petit peu tristoun, avec des Parisiens pas forcément très fringants, mais qui avaient quand même la possession face à une équipe de Nantes qui était un peu en mise en place. Là, on avait la grosse équipe du côté du Paris Saint-Germain. On avait les titulaires habituels, du Hakimi, du Marquinhos, du Pacho, du Vitinha, du Ruiz, du Barcola, du Dembélé, du Doué. Et pourtant, c'était pas ouf, hein. C'était pas génial, beaucoup de possession évidemment pour le Paris Saint-Germain. J'ai pas les stats sous les yeux, mais on a, je crois, 84% de possession, donc vous pouvez à peu près imaginer la physionomie du match. C'est le Paris Saint-Germain qui confisque le ballon. Pour ce genre de match, merci à l'option x3 de Ligue 1+, parce que Dieu sait que j'aurais pas tenu en x1. Dieu sait que j'aurais pas tenu en x1. Évidemment, le projet de jeu de Angers, il était pas foufou, mais quand même, on a eu une première occasion pour Angers, sur une première occasion de Chérif avec une frappe au-dessus, puis après c'est à peu près tout. Angers a résisté, mais bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, déjà on a eu une sortie de l'arbitre blessé aussi, c'est rigolo, un penalty raté de Dembélé. Mais encore combien de matchs de préparation pour le PSG? C'est vrai qu'il y avait une vibe un peu match amical du PSG. Là, c'était quand même la grosse équipe. Alors, le PSG s'en sort avec 6 points et 2 victoires en 2 matchs. Mais on sent un manque de rythme du côté du PSG. Il y a certains joueurs qui ne sont pas vraiment dans le moule. La pelouse, elle n'est pas rentrée de vacances non plus. Pelouse dégueulasse au Parc des Princes. J'ai pas souvenir en 10 ans d'avoir une pelouse aussi pourrie du côté du Parc des Princes. On nous a expliqué que c'est parce qu'il faisait trop chaud et que la pelouse n'était pas bien pour tondre. Bon, écoutez, peut-être. Qu'est-ce qu'on a à noter? Moi, j'ai quand même noté un PSG très mollasson.
Vraiment. Alors, il suffit d'une accélération pour faire la différence, hein. Il y a des qualités individuelles qui sont folles. Le penalty sort pas de nulle part, hein. Courcoul qui se fait prendre malencontreusement, et Fabien Ruiz qui marque. Voilà, bon. Le PSG a un début de saison contre une équipe de Nantes où c'est un coup du sort qui les fait gagner puisque c'est une frappe déviée. Et là, bon, bah, Angers, la proposition n'était pas fofolle, hein. Il y a eu un bon côté gauche de la défense avec Jordan Lefort et l'autre dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Ecomier. Ecomier a été très bon. Côté Angevin, pour le reste, franchement, pas grand chose à garder de Angers sur ce match-là. On peut vraiment pas leur en vouloir. Mais on arrive à la mi-temps, la première mi-temps du PSG, il y a 9 tirs et il y a 1 XG. Donc imaginez la tronche avec un penalty. Imaginez la tronche de la première période quand même, hein. Angers a tenté des choses en contre. Beaucoup de comptes potentiels pour Angers, mais on voit qu'il y a des lacunes techniques qui font que c'est pas possible. Donc en fait, jamais vraiment le PSG s'est senti inquiété. Il y a eu 2-3 transitions intéressantes du côté de Angers, mais dès qu'il fallait faire la différence techniquement, bah, il se faisait bouffer. C'est logique, hein. On va en avoir souvent des matchs comme ça de la part du Paris Saint-Germain, qui est un monde au-dessus techniquement, même quand ils sont pas trop en forme. Qu'est-ce que j'ai noté? Les adieux de Donnarumma, on n'en a pas parlé, mais pour une fois, Paris sait dire au revoir à ses stars. Donnarumma qui a eu le droit d'aller dire au revoir au virage, hein, même s'il a été un peu balancé par-dessus bord comme un malpropre. C'est toujours ça qu'il faut. Voilà, du jeu fait ce qu'il peut avec le matos à disposition. Quand on voit le 11 de Angers, c'est vrai que c'est difficile quand même, hein. Je vais vous le donner, on a Hervé Kofi dans les buts qui est un bon gardien, même si on sait qu'il est capable de faire des boulettes à pas n'importe quel moment. Arcus, Camara, Lefort, c'est pas des mauvais joueurs, hein, notamment Lefort, moi je le trouve plutôt pas mal. Raouliza, Belkebla, Belkedim, Courcoul, les Comiers, Le Paul Shérif. Le Paul Shérif c'est bien offensivement, mais là ils ont pas touché un ballon, les pauvres enfants, ils n'ont rien touché. Donc c'est un match, bon, bah, malheureusement pas trop de surprises. Un pauvre 1-0, comme on a eu un pauvre 1-0 contre Nantes. Est-ce qu'on peut en vouloir au Paris Saint-Germain? Non, on sent un manque de rythme qui est terrible du côté du Paris Saint-Germain. On sent que Dembélé, Barcola sont pas du tout dedans pour le moment. Mais ça suffit parce qu'il suffit que le PSG accélère à un moment donné et pouf, ça fait but. Donc voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette impression de bus face à Paris, et le pire, tu peux pas en vouloir aux petites équipes. Non, elles font ce qu'elles peuvent, elles espèrent. Et au final, perdre 1-0 contre le Paris Saint-Germain quand t'es Angers, bah, c'est un bon résultat. Le PSG qui parfois en met 4, 5, 6, 7, 8, voire 9, bah, c'est bien de les prendre en début de saison et de perdre que 1-0. Angers, le but contre le Paris Saint-Germain, c'est pas vraiment de gagner, c'est de pas prendre une branlée. Vous regardez Lorient quand on a mis 4 à Rennes, bah, la différence de but, elle compte à la fin de la saison. Donc voilà. C'est pas le match sur lequel on va passer le plus de temps, je vais pas vous mentir, parce que bah, c'est un match classique d'un Paris Saint-Germain qui est globalement moyen, mais qui arrive à gagner parce qu'ils sont quand même au-dessus, face à une équipe qui est trop faible pour les inquiéter techniquement. Attention au Paris Saint-Germain, parce que pour l'instant ça joue piano, il va falloir qu'ils rentrent dans leur saison d'une manière ou d'une autre. Les grosses échéances, elles n'arrivent pas tout de suite, mais c'est insuffisant de la part du Paris Saint-Germain. Mais un Paris Saint-Germain insuffisant, bah, ça fait quand même 6 points. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, le manque de rythme, voilà. Il y a un manque de qualité technique au milieu du côté d'Angers. Je pense que c'est dommage, parce qu'on sent quand même que l'entraîneur de Angers essaye de faire de la relance pas trop dégueulasse, mais ça manque d'un vrai technicien au milieu en fait. Vous voyez, ça manque d'un mec qui est capable de faire la différence tout seul. Ils l'ont devant, c'est Le Paul, même si on sait que Le Paul va probablement partir. On l'annonce du côté de Rennes, mais je vais pas dire que je suis pas inquiet pour Angers, mais si jamais Esteban Le Paul s'en va, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir Angers, parce qu'on est quand même sur un 11 de départ assez limité, et bon, il y a de la concurrence en termes de limité, hein. Mais bon, voilà. Paris Saint-Germain-Angers, c'était chiant. C'était chiant, simplement. Angers n'a aucune thune. Ah, mais personne n'a aucune thune. Mais c'est vrai que par exemple, je me dis que Angers pourrait peut-être aller chercher un milieu un peu plus technique en prêt. Je sais pas, j'ai pas la bonne idée, hein. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop, hein, ce genre de trucs-là, hein. Mais bon, le Paul en doublure de Lyon, ce serait bien. Le Paul, aujourd'hui, Angers veut le vendre 20 millions, donc il n'ira pas à Lyon. Maintenant, moi, c'est un profil de joueur que j'aime bien, mais pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là. Je pense que Esteban Le Paul, alors c'est mon avis, j'aime beaucoup le joueur, j'ai du mal à voir Esteban Le Paul valoir plus de 10 millions. Maintenant, si Angers réussit à en tirer 15, bravo à eux. C'est un bon joueur, Esteban Le Paul, c'est un bon finisseur. Mais comparé à Lassine Sinayoko de Auxerre, on va en parler après, pour moi, Sinayoko le mange entièrement. Il va partir probablement pour moins cher. Donc Le Paul s'entendrait bien avec les deux virages. Bon, je connais pas ces rumeurs-là, mais bref. Un milieu technique, je pense direct à Koku. Oui, alors pas exactement. Bon, on va passer rapidement sur ce match-là, puisque de toute façon, c'était pas passionnant. Et on va passer à un match qui va nous intéresser beaucoup plus, puisque c'est le carton
de ce week-end, c'est le 5-2 entre Marseille et Paris FC. Et on va parler de ce match-là, parce que c'est un match en trompe-l'œil. C'est-à-dire que vous voyez 5-2, vous vous dites, waouh, Marseille a déroulé, tout ça. Bah non, parce que Marseille a vraiment pas été bon dans ce match, paradoxalement. On a attendu la 72e minute, avec le 3e but d'Aubameyang, pour que le match se délite et que le Paris FC s'écroule. Mais pendant plus d'une heure, le Paris FC a vraiment été plutôt pas mal, avec beaucoup d'occasions, notamment une occasion à 2-2 qui peut faire tourner le match, où Kebal récupère le ballon sur une sortie foirée de Roulier et est pas loin de mettre le 3-2. Mais la vérité, c'est que Marseille, et vous allez me dire, ouais, mais t'aimes pas Marseille. Marseille, ça fait 2 matchs de suite où ils sont vraiment pas terribles. Hein. Vraiment pas terrible. Je vais vous refaire un petit peu le film du match. Alors déjà, on va reprendre un peu les compos, puisqu'on voit que Marseille, c'est quand même le club le plus fascinant de France. Hein. Voilà, désolé, parfois il faut s'incliner. Quel divertissement, Marseille. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui se foutent sur la gueule après le premier match. Il y en a un qui part dans la foulée à Bologne, l'autre qui est banni du club sur la liste des transferts. On a l'emballage médiatique de tous les côtés. Marseille, c'est fascinant quand même. On avait dit que leur principal ennemi, c'était eux-mêmes, mais là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, l'Olympique de Marseille. Moi, j'avais peur pour eux avant ce match contre le Paris FC, et j'avais raison d'avoir peur parce qu'ils n'ont vraiment pas été bons. Ils n'ont pas été bons, et il se trouve qu'après ça déroule parce que le Paris FC fait des choix de coaching désastreux, on va en parler après, mais c'est quand même un club absolument fascinant. J'ai de la peine pour les Marseillais, alors je pense que ça va se remettre dans le bon ordre. Là, ils ont pas de bol, il y a Medina qui s'est pété, Rabiot, ça a dû foutre un peu le bordel dans le vestiaire, mais globalement, il va falloir que ça se calme un petit peu. Je pense que cette victoire contre le Paris FC va calmer un petit peu tout le monde dans l'écosystème marseillais. On a eu Véronique Rabiot dans les médias. Petit aparté sur Adrien Rabiot, il va falloir combien d'histoires du genre, que ce soit au Paris Saint-Germain, en équipe de France, où il ne voulait pas être remplaçant, et là à Marseille, pour que Adrien Rabiot comprenne enfin que sa daronne est en train de lui niquer sa carrière, quoi. C'est quand même fou, elle s'est encore foutue dans tous les médias, et je ne sais pas pourquoi les médias lui bouffent dans les mains, mais c'est fascinant quand même. Alors je veux bien le contexte marseillais, je veux bien que De Zerbi leur met la pression, qu'ils se sont battus, que c'est pas bien compagnie. T'as fait beaucoup, Adrien Rabiot, quand même. Hein. Et c'est dommageable, parce que c'est quand même un super joueur de foot. C'est un mec qui a énormément apporté à l'OM sur la saison précédente, mais il va en falloir combien, quoi? Moi, je me souviens, et j'en avais déjà parlé en live, j'ai traduit le 2e bouquin d'Ancelotti, qui parle principalement de management, de qu'est-ce que c'est le management d'Ancelotti. Ancelotti, un des plus grands coachs de sa génération, qui a gagné je sais pas combien de titres avec je sais pas combien de clubs, il parle de Véronique Rabiot dans son bouquin. C'est quand même fou à quel point elle est omniprésente, cette dame. Il en parle dans son bouquin. Il disait, moi, c'est compliqué pour moi de gérer Véronique Rabiot parce que je sais pas si je parle à la daronne ou je sais pas si je parle à l'agent. Il dit, moi, entraîneur, je parle aux parents, mais moi, entraîneur, je ne parle pas aux agents. L'agent, il parle au président. Et donc, il y a toujours cette omniprésence de Véronique Rabiot partout qui fait que c'est ingérable à terme, quoi. C'est ingérable. Donc voilà, je veux bien qu'on dise lol, Marseille c'est le bordel, ils se foutent sur la gueule et compagnie, mais je pense que Adrien Rabiot, ça fait quand même plusieurs clubs d'affilée où ça fout le bordel. Voilà, donc voilà, bon, match de la peur pour Marseille qui s'en sort finalement très bien, mais on va reprendre un peu le fil du match quand même, parce que Marseille, ils confisquent le ballon pendant 4 minutes. Je pense qu'ils ont 90% de possession sur les 5 premières minutes. Premier ballon du PFC, poteau de Willem Jebels. Oui, parce que Willem Jebels a signé au Paris FC, on a oublié de le dire. Et derrière, c'était un match qui était très vivant. Un poteau d'Aubameyang, et à la 14e minute, il faut savoir que le Paris FC, ils ont quand même du mal à recruter. Hein. Paris FC, il reste 5 jours de mercato, ils n'ont pas encore de grosses recrues. Les 2 grosses recrues, c'est Willem Jebels, qui est plutôt pas mal, hein. Il était bon à Saint-Gall en Suisse, et El Famoso Otavio, défenseur du Sporting Portugal, non, de FC Porto. Otavio, qui est donc arrivé en grande pompe pour 12 patates, c'est énorme pour un promu. Otavio, il est tout nul. Il est tout nul. Donc déjà, penalty, où c'est lui qui fait la faute, bah alors il en fait 3 dans l'action. Hein. 3 dans l'action, Aubameyang tombe, pouf, 1-0. Déjà, génial, but de Greenwood. Derrière, on a une énorme occasion de Marchetti juste derrière, donc vraiment, Marseille est fébrile. Et on a le 2-0, corner de Greenwood, et Otavio, bon, il marque pas Aubameyang, hein. Après tout, à quoi ça sert? 2-0, bon là on se dit c'est plié parce que le Paris FC c'est quand même pas très fort. Bah non, puisque Marseille, ils ont décidé de laisser Ilan Kebal frapper. Ilan Kebal, c'est pas n'importe qui, hein. L'an dernier, c'était le meilleur joueur de son équipe. Déjà, il y a 4 ans à Reims, il était très irrégulier, mais c'était un joueur frisson. Et Ilan Kebal, cette saison, vous allez en entendre parler pas mal de fois, parce que il a un truc, Ilan Kebal. Donc, but, frappe enroulé, pied gauche, un bijou. 2-1. Et là, bah, ça continue.
On a une belle frappe de Moses Simon qui est repoussée par Rouli. On a un but hors jeu de Willem Jebels. On a une perte de balle de Egan Riley juste après la mi-temps où Kebal récupère et centre sur Simon, mais ça part au-dessus. On est sur un match dégueulasse de la part de l'OM. Ils mènent toujours à ce moment-là 2-1 et il y a égalisation. Encore une fois dans le dos de Balerdi qui est tout nul, on en parlera après. 2-2, et alors là, il y a le tournant du match. Le tournant du match, c'est la 64e minute. Vous avez Rouli qui part à la pêche. Vous ne savez pas pourquoi il part à la pêche. Qui se retrouve loin de son but. Vous avez Kebal qui récupère, qui frappe, et ça passe au-dessus. Et c'est là où le match tourne. Parce que si le Paris FC marque le 3-2 à ce moment-là, je pense que c'est pas du tout la même Zumba pour Marseille. Derrière, on a un choix de coaching pourri avec Doucet qui rentre, Doucet qui fait une relance de merde, Aubameyang qui récupère, qui marque, et là c'est plié, il y a 3-2, Højbjerg qui met un deuxième but un quatrième but à la 80e, et on a un très très joli but de Robinho Vaz en toute fin de match pour clore le score. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5-2, mais le Paris FC a plutôt été bon, et l'OM a vraiment pas été bon pendant plus d'une heure, pendant 70 minutes, l'OM a pas été suffisant. Donc je pense que les Marseillais seront d'accord avec moi, je fais pas ça pour chier sur l'OM gratuitement, c'est pas suffisant pour le moment. Notamment l'assise défensive est pas suffisante. Vous avez derrière, il manque du monde encore, mais les latéraux c'est pas suffisant, même si je trouve que Murillo a été ok, Ulysse Garcia c'est pas suffisant. Mais heureusement pour Marseille, qu'en face, le PFC se tue le match tout seul. Otavio donne 2 buts et le coaching donne le reste du match. Qu'est-ce que j'ai noté ? Balerdi, je commence à avoir de plus en plus de mal. Je sais pas s'il sera titulaire sur le long cours parce que Egan Riley est pas si mauvais et Medina. Après, je pense que Medina va jouer côté gauche. On sait qu'on attend encore une recrue en défense centrale, mais Balerdi pour moi c'est pas suffisant pour les ambitions de l'OM en tout cas. Otavio du côté du Paris FC, c'est pas possible, 12 millions pour ça. Enfin, vous avez le petit Mbo à côté qui lui met une vitesse. Donc c'est pas du tout suffisant pour l'instant le mercato. Medina est blessé pour ce week-end. Oui, je sais. Ulysse Garcia, je pense que ça suffira pas non plus. Après, je dis ça, il est capable de marquer contre l'OL, évidemment. À chaque fois qu'on critique un joueur à l'OM, il marque. Mais je pense qu'il y a des lacunes dans cet OM. Sur le plan défensif, en attendant une potentielle recrue, mais même au milieu de terrain, là, Højbjerg marque. Mais c'est quand même un joueur un peu mid depuis qu'il est arrivé. Et je suis un peu déçu, on en a déjà parlé la semaine précédente. Heureusement pour l'OM, qu'ils ont d'un côté Greenwood, qui est un joueur de qualité supérieure, tout simplement. Et heureusement qu'ils ont Aubameyang, 36 piges. Il a toutes ses dents, Aubameyang. C'est vraiment le début de saison des revenants. Il y a Thauvin, il y a Tolisso, il y a Giroud, il y a Aubameyang. Au final, pourquoi aller chercher des jeunes quand on peut prendre des vieux Voilà, Aubameyang, ce week-end, le mec a les jambes de Saint-Etienne, quoi. Incroyable. Donc, match insuffisant de la part de l'OM. Bien sauvé par un coaching pourri du côté du Paris FC, notamment l'entrée de Doucet. Même toutes les entrées n'ont pas été terribles. Mais voilà. On n'a pas parlé de Timothy Weah, mais j'ai vu qu'il était beaucoup critiqué. Mais bon, le mec, il est censé être latéral droit, piston droit. Il se retrouve ailier gauche. J'ai du mal à lui en vouloir, mais c'est vrai qu'il fait un match vraiment dégueulasse, Timothy Weah. J'en attends un peu plus de l'OM. L'OM avec son mercato, quasiment 100 millions. Quand Ordonez va arriver, s'il arrive, on sera à 100 millions. L'OM doit aller viser la deuxième place easy, surtout qu'on voit que Monaco est pas terrible finalement. Là, c'est pas suffisant. Il y a 3 points, et les 3 points ont été arrachés face à un promu qui est quand même pas terrible. Donc on verra en fin de mercato. On verra comment ils vont se dépatouiller de cette histoire avec Rabiot. Ils se sont déjà débarrassés de Jonathan Rowe pour 20 millions. C'est quand même énorme. C'est très très bien vendu. L'OM vend très très bien. Jonathan Rowe, c'est quand même pas un titulaire indispensable et il part à 20 patates. Là, j'ai vu que c'est Genoa qui est sur Neil Maupay. Alors, je sais pas quel dossier a Pablo Longoria sur le président du Genoa, mais ça doit être sacrément solide, parce que pour débarrasser les poubelles de l'OM, il y a du monde. Alors, à prix fort en plus. Donc, c'est son poste à l'origine au lié gauche, mais oui, elle a toujours été meilleur en latéral. Ah, mais il n'est pas fait pour jouer lié gauche. De toute façon, on sait que l'OM est en attente du retour de Pacheco voilà, pour arriver à sa forme finale. Mais j'émets quand même quelques réserves sur la qualité défensive de cet OM, toute recrue mis à part. Parce que je trouve que niveau latéraux, t'es léger. Tu seras peut-être moins léger une fois que Medina pourra occuper le côté gauche et que tu pourras mettre Weah à droite et que tu joueras avec une assise à 3 avec Weah qui est très offensive et Medina qui viendra jouer le rôle de latéral intérieur comme il a pu le faire. Non, en fait, il était en défense centrale mais dans une défense à 3. Enfin bref, vous me comprenez. Marseille, l'armada offensive est terrifiante. Ça, par contre, il faut le dire. Quand t'as Aubameyang, quand t'as Guiri et tu vas avoir encore Pacheco qui va arriver, je suis inquiet pour l'OL la semaine prochaine parce que on connaît l'OM en crise. L'OL va super bien, l'OM va mal, Lyon-Marseille, j'ai peur.
Je suis pas rassuré. Voilà, après l'OL va super bien, on va en parler après, mais c'est pas non plus parfait. Voilà. L'OM vend très cher, cependant il y a le précédent, Nicolas Pepe Osimhen, doit y avoir un paquet d'intermédiaires, donc je vois pas l'OM prendre des 20 millions. Oui, mais on s'en fout, ils arrivent à le vendre quand même. Aubameyang, ça y est lui. Ah non, mais Aubameyang, moi il me terrifie. Comme Giroud. Quand on va jouer le LOSC, je suis terrifié par Giroud. Voilà, Aubameyang, il a une tronche de mec à nous mettre un doublé. Donc j'ai peur. Maintenant, je pense que la dynamique, évidemment, qu'elle est pour l'OL, et que vaut mieux prendre l'OM maintenant. Parce qu'ils ne sont pas encore pleinement en place. Il y a la Zumba Rabiot, il n'y a pas encore toutes les recrues. Ça ne me dérange pas tant que ça de les prendre maintenant, avant la fin du mercato. Voilà, avec des recrues qui sont peut-être pas prêtes et compagnie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Hein. Parce que moi, les matchs contre l'OM, maintenant, les chocottes. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté dans les tops? Aubameyang, évidemment. Greenwood qui a été très bon. Côté Paris FC, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Noah Sangui. Il a été recruté à Reims pour 10 millions. Je trouve que Noah Sangui, vraiment, il a apporté le danger constamment du côté du Paris FC. C'est d'ailleurs de lui dont vient le but, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que le centre, c'est lui qui le fait sur Goebbels pour le poteau, le premier. Noah Sangui, bon jougador. Paris FC, pour le reste, ils ont Kebal, ils ont Noah Sangui, ils ont Marchetti qui est plutôt pas mal, franchement, faut le dire. Mbo que j'aime bien. Je trouve que leur gardien a un bon jeu au pied aussi. Il y a une bonne base, mais pour un club qui veut viser haut, c'est pas suffisant pour l'instant. C'est pas suffisant. Maintenant, voilà, là il prend 5 buts, le pauvre Campagno. Mais il n'y a pas une mauvaise base le Paris FC. Hein, mais il va falloir qu'il boucle des trucs dans la fin du mercato. Parce que là, vous avez une base qui est ok, mais il manque un bon milieu de terrain, il manque un bon défenseur central. Goebbels, on verra. Je pense que c'est une bonne recrue, peut-être un peu cher payé. Mais on verra. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur l'OM? Je pense qu'on a tout dit. Trapp va être titulaire. Ouais, après, je trouve que Campagno est pas nul. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de trêve internationale au milieu du printemps parce que Sangui, le 1er mai, c'est Tristoun. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave, on va faire comme si. Troisième match. Le match entre Nice et l'AJ Auxerre. Alors, c'est un match qui est un peu en trompe-l'œil, pareil, victoire 3-1. Mais Nice n'a pas été bon en première période. Nice qui était déjà en grande difficulté après avoir perdu contre Toulouse lors de la première journée. Et s'est fait sortir piteusement de la Ligue des Champions par Benfica, 0-2, 0-2, bien tassé. Face à un JOCR qui est vraiment pas mal sur le papier. Moi, c'est ma petite équipe outsider de cette saison. Alors, je dis pas qu'ils vont aller en Europe, mais je pense que Auxerre se maintiendra sans trop de problèmes. Les compos, on a quasiment tout changé du côté de Nice. Out Jonathan Klaus, Buonani Mofi poubelle, même si Mofi a été très bon sur sa rentrée. Et on a eu une nouvelle recrue, Kevin Carlos, un nom incroyable pour une recrue qui vient de Bâle, si je dis pas de bêtises. Voilà, on attendait un attaquant du côté de Nice. On avait murmuré justement Sinayoko, l'Auxerrois. Ce sera pas Sinayoko, c'est Kevin Carlos. Du côté d'Auxerre, c'est l'équipe type. L'équipe type classique, donc avec une défense à 3, Ocho, Sierralta, Akpa, le milieu toujours aussi solide, Danoa Owusu, et une attaque avec Osman, Casimir et Sinayoko. Vous allez voir, on va en parler parce que cette attaque elle est intéressante. Malheureusement pour Auxerre, ouverture du score très précoce de Jérémy Boga à la 3e minute, qui frappe d'entrée en prenant le dessus sur Senaya, sur un centre fuyant de Tom Louchet qui a été excellent. On avait vu un Jonathan Klaus lors de la première semaine qui était franchement dégueulasse. Tom Louchet a été placé piston droit et Tom Louchet a été excellent sur ce match-là. Donc centre fuyant, Senaya qui ne suit pas et Jérémy Boga qui vient mettre le plat du pied, ça fait 1-0. Derrière, on a une énorme occasion pour Auxerre et vous allez voir, Yvan Diouf a été excellent sur ce match-là parce que Auxerre fait vraiment une excellente première mi-temps et peut s'en sortir beaucoup mieux en étant plus réaliste. Sur la 21e minute, vous avez Osman qui percute côté gauche, qui crochette et qui sert Sinayoko. Sinayoko, il a fait un match, les amis. Sinayoko, les 2 premières journées de Ligue 1, je pense que c'est le meilleur joueur du championnat. Vraiment. Sinayoko, il sait tout faire. Alors, je ne sais pas s'il continuera à faire ça, probablement du côté de Lens, parce qu'il est annoncé. Mais alors, Sinayoko, je vous avoue, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas le joueur. Je n'ai pas regardé la Ligue 2 l'an dernier, je ne sais pas ce que ça vaut. Les 2 premiers matchs, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon! Là, vous avez, sur le but d'Osman, il sert Sinayoko, pareil, plat du pied. On a des petites déviations et compagnie. Il sait jouer dos au but. Il est pas maladroit avec le ballon. Il met des pattes à tort. Il sait jouer en déviation. Il est fort, il est costaud, il est rapide. Il est trop fort, Sinayoko. Il est trop fort. Donc je ne sais pas si Auxerre réussira à le garder, parce que malheureusement, comme tous les clubs, Auxerre a besoin de thunes, et Sinayoko est une de leurs rares valeurs marchandes. Mais ce serait bien pour eux qu'ils le gardent, parce que s'ils perdent Sinayoko, derrière, c'est quand même assez faible. On a Lasso Koulibaly, mais c'est à peu près tout. Donc j'aimerais bien, moi, que Auxerre réussisse à garder Sinayoko, parce que je pense que... il était trop fort, Sinayoko. Ils étaient déjà en Ligue 1, pardon, excusez-moi. Fatigué. Mais j'ai pas trop vu Sinayoko l'an dernier.
En tout cas, il n'était pas à ce niveau. Donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir à le garder parce que trop fort. Et après, malheureusement, ce match qui était plutôt intéressant, donc il y avait 2-1 pour Auxerre, ce que je ne vous ai pas dit, mais 24e minute, vous avez une perte de balle dégueulasse de Casimir. Casimir, il est nul, mais bref, on en parlera plus tard. Boga pour Kevin Carlos, frappe déviée par Akpa contre son camp, 2-1 pour Nice. On arrive à la mi-temps tranquillement avec un match qui est plutôt à l'avantage de Auxerre sur le papier. Et là, vous avez un brain freeze de Donovan Léon. C'est con parce que Donovan Léon, il progresse année en année. Et puis parfois, il a des brain freeze. Et là, il a tué le match. Carton rouge pour Donovan Léon. Vous avez Théo de Persin qui rentre. Et puis après, c'est plus ou moins perdu. Mofi plie la rencontre, 73e minute. On arrête. Il y a une patate sur la transversale pour finir le match. Mais c'est un carton rouge qui nique Auxerre là-dessus. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Auxerre est vraiment cueilli à froid sur une erreur d'inattention de Senaya qui n'a pas été bon. Mais derrière, ça joue bien au foot, Auxerre. Vous avez vraiment un milieu qui est intéressant, ce milieu danois Wusu. Je pense fait partie des milieux les plus sous-cotés de Ligue 1. Et Sinayoko c'était une démonstration. Je vous invite vraiment à regarder la première mi-temps de ce match-là si vous avez rien eu à foutre. Parce que la première mi-temps de Sinayoko, c'est tout ce qu'on attend d'un neuf. Il sait tout faire. Et moi, j'aurais adoré avoir un Sinayoko en doublure à l'OL, mais évidemment qu'il est mieux qu'une doublure, Sinayoko. Il mérite un peu plus que ça. Donc voilà, jamais Nice doit mener à la pause. Et puis après, seconde mi-temps, il déroule parce qu'Auxerre est à 10. Mais c'est le jeu, voilà. Dans les tops, j'ai mis Sinayoko, évidemment. Yevan Diouf, qui est dans l'équipe type, parce qu'il a fait je sais pas combien d'arrêts réflexes, notamment un double arrêt où il y a un poteau et tout, c'est le bordel. Enfin, vraiment excellent. Boga, réaliste. Tom Louchet, magnifique, parfait. 2 passes D. Vraiment excellent dans un rôle qui n'est pas censé être le sien, parce qu'il me semble que Tom Louchet, à la base, il est milieu de terrain. Et dans les flops, Donovan Léon, parce qu'il coûte le match. Mensa et Senaya, que j'ai vraiment pas trouvé bon. Et alors, Casimir, il est pas bon. Il est pas bon. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une profondeur de banc suffisante à Auxerre pour le remplacer. Mais alors Casimir, on comprend mieux pourquoi il n'est pas resté au Havre. Il colmate la brèche. Vous avez Haussmann de l'autre côté, qui est une sorte de diamant un peu brut, qui est un mélangeur, qui a beaucoup de déchets, mais qui a une vraie qualité technique. Mais alors Casimir, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Voilà, c'est Casimir le monstre gentil sur nos terrains qu'a connu nos parents. Alors t'es gentil déjà nos parents, moi j'ai connu l'île aux enfants, on va mettre un peu de respect. C'est un gloubi-boulga, voilà, ça c'est une bonne vanne. Et moi j'aime beaucoup le milieu de terrain Owusu danois. Danois est un super joueur. Et je pense que tant qu'il y aura Owusu et Danois du côté d'Auxerre, le maintien ne sera pas trop compliqué à aller chercher. Encore faudra-t-il garder Sinayoko. Là c'est une défaite pour Auxerre. Une défaite logique au vu de la seconde période, mais où ils se sont très bien battus quand même, les Auxerrois. Donc Charlie est à 83. Non mais j'ai 33 ans, j'ai connu l'île aux enfants, j'étais jeune mais j'ai connu. Laissez-moi tranquille. Voilà. Le live, ce serait mieux de mettre des images de match. Je peux pas, j'ai pas le temps de le préparer. Je suis désolé, je suis obligé de parler tout seul sans montrer les images. Peut-être un jour on pourra montrer les résumés, hein. Peut-être un jour. Mais pour l'instant. Auxerre, ça va être dur quand même. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il y a quand même une charnière défensive qui est OK. Akpa, c'est un bon joueur. Sierralta, ça a l'air d'être pas mal. Diomandé n'est pas encore revenu. Je sais même pas s'il sera titulaire. Senaya, il n'a pas été bon sur ce match-là, mais c'est quand même un bon joueur. Le milieu Owusu danois est bon. S'ils perdent Sinayoko, ça peut être compliqué. Je suis d'accord. S'ils perdent Sinayoko, ça peut être compliqué. Si Sinayoko est là, t'es une équipe qui joue le maintien, qui a une bonne ossature et qui a un mec qui est capable de mettre 10 buts, c'est bon. T'es maintenu en Ligue 1. Maintenant... si Sinayoko part, compliqué. Il y en a qui diffusent les résumés sur Twitch lors d'un débrief. Je peux pas faire ça, sinon je suis banni et je vais sauter. Voilà. J'ai pas cette chance-là. Auxerre, ça assure le maintien tranquille, c'est large plus fort que Lorient, Metz, Le Havre. Ouais. Je pense sincèrement que Auxerre, c'est meilleur que Metz et beaucoup plus fort que Le Havre. Donc je suis pas trop inquiet pour le moment. Encore faut-il garder Sinayoko, parce que Sinayoko, s'il s'en va, je sais pas comment il marque des buts Auxerre. Déjà, la perte de Perrin est dure. Mais ça va se mentir, car il y a vraiment plus faible en bas. Ouais, je pense que ça va se maintenir. Ça va se maintenir. Peu de clubs ont un bon buteur. Angers avec Le Paul se maintient pour moi. Paris avec Auxerre avec Sinayoko. Je suis assez d'accord avec vous. Sinayoko à Lens normalement. Alors ça se murmure, mais pour l'instant, on n'a rien. Hein. On va espérer qu'ils réussissent à garder Sinayoko. Hein. On va espérer. Moi, j'adore Auxerre. Là, je suis pas très loin d'Auxerre, d'ailleurs, à ce moment où je vous parle. C'est un des clubs que j'aime beaucoup en Ligue 1. Et chaque saison que passe Auxerre en Ligue 1 est une saison avec un club historique chatoyant et champêtre qui fait de notre Ligue 1 ce qu'elle est. Voilà, j'attends le débrief de Lorient-Rennes parce que j'attends de voir comment il faut rigoler. On va rigoler, mais c'est pas tout de suite. Puisque avant de faire le débrief de OL Rennes, on a... le 3-0 de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est leader du championnat pour la première fois depuis Silvino. On connaît la suite. Donc on va pas trop s'emballer trop vite.
Rappelez-vous, 3-0, 6-0, on joue le titre, et puis après, 9 matchs sans victoire, et Silvino viré. Donc voilà, tranquille. Mais oui, l'Olympique Lyonnais est leader du championnat après un 3-0 bien tassé contre le FC Metz, 3-0 construit notamment par Malik Fofana. Mais on va faire le fil de ce match ensemble, puisque c'est le match le plus important du week-end, puisqu'on est quand même une majorité de Lyonnais ici, et c'est ça que vous attendez. Donc l'OL qui affrontait un promu à domicile pour sa première à domicile, du coup, avec la tête du championnat en ligne de mire, vous vous rendez compte ? Il y a 1 mois et demi, on était mort. On était en Ligue 2 et là, on est leader de Ligue 1. Putain, on mange notre pain blanc quand même, cette fois. On avait gagné à Lens en ouverture dans la difficulté. Metz, de son côté, avait déjà livré un match assez moyen contre Strasbourg en ouverture. Peut-être on attendait un sursaut d'orgueil. Du côté de l'OL, la compo plutôt classique, Tagliafico toujours pas titu, Graif qui est dans le groupe, mais c'est Descamps qui est toujours titulaire. On a la première titularisation de Pavel Schulz côté droit, donc c'est pas son poste, et ce milieu de terrain Morton Tessman qui a été reconduit derrière Corentin Tolisso. On avait des doutes en début de saison sur la capacité de Tyler Morton et Tanner Tessman de ne pas se marcher dessus, on l'avait vu contre Retafe, et ça a été un très très bon match du milieu de terrain, et notamment de Tyler Morton, mais on va y venir. Du côté de Metz, on a une équipe qui est un petit peu moins béton que Strasbourg sur le papier, avec le retour de Gauthier Hein dans le 11. Gauthier Hein qui historiquement avait fait mal à l'OL, puis finalement non, puisque son but avait été annulé à cause d'un pétard, rappelez-vous. Et toujours la titularisation du jeune Brian Maggio en pointe. Bon, ça n'a pas été un match très compliqué pour l'OL. Je vous dis pas que c'est un bon match de l'OL parce qu'il y a eu pas mal de déchets techniques et compagnie, mais quand on regarde les statistiques, ça a été à sens unique de manière générale. L'OL a été assez largement au-dessus. On a eu une première occasion à la 6e minute avec Fofana avec Mikotadze par contre, qui est tout proche d'ouvrir le score sur une frappe détournée par Fischer. Et derrière, on a ces 2 buts coup sur coup. D'abord avec Pavel Schulz qui sert Fofana. Et alors le but de Fofana. Le but de Fofana, il récupère le ballon, on dirait qu'il va contrôler pied droit, puis en fait il fait une feinte de corps, puis ensuite il fait un crochet, petite frappe contre pied. Oh là là, mamma mia, j'étais au resto, j'ai eu envie de pleurer tellement il est doux ce but. Pitié que Malik Fofana ne s'en aille pas, qu'on trouve une solution. On sait que Koumbedi est sur le départ du côté de l'Allemagne. Si on peut réussir à faire 1 ou 2 ventes et repousser l'inévitable, c'est-à-dire le départ de Malik Fofana pour un grand club, ce serait formidable. Derrière, on a une ouverture absolument magistrale à la cheville de Tyler Morton pour mettre l'Annice côté droit qui centre fort au point de pénalty, et c'est Tolisso qui vient inscrire son premier but de la saison. On a même une frappe de Tyler Morton. Il sait tout faire, Tyler Morton, de toute façon. Il sait tout faire. À part parler anglais avec un accent potable, mais sinon il sait tout faire. Et on a donc ce 3e but avec un coup franc, puisqu'il sait aussi tirer les coups francs, de Tyler Morton qui tombe sur la tête de Tessman, qui prolonge derrière sur Karabek. C'est Tessman qui prend de la tête, Karabek qui suit, 3-0, bien tassé, on est leader de Ligue 1, super, match à la fois maîtrisé par l'OL qui a fait le break, mais plein de petits défauts techniques quand même. Moi j'ai une légère déception du côté de Schulz que j'ai trouvé pas trop dedans, et de Mikotadze. On en avait déjà parlé après le premier week-end, j'ai trouvé Mikotadze pas assez tueur sur ce match-là, il a plusieurs occasions, une tête plongeante, une frappe au point de pénalty. Pour l'instant ça fait un seul but, c'est pas catastrophique, mais Mikotadze sur ce match-là il doit en mettre au moins un. Il doit au moins en mettre un. Donc, j'ai pas été outrageusement séduit par le match de Mikotadze qui doit marquer sur ce match-là. Après, Victor Fischer a fait des beaux arrêts, c'est vrai, mais Mikotadze doit marquer. Doit marquer sur ce match-là contre un FC Metz qui a quand même pas été très très fringant. Qu'est-ce que j'ai noté dans les flops ? J'ai noté Schulz, même s'il fait une passe D pour Fofana. Il n'est pas à son poste. Je pense que c'est un joueur qui va avoir besoin d'un petit peu de temps d'adaptation quand même. C'est un joueur particulier, Schulz. C'est-à-dire qu'il n'a pas une qualité technique folle. Il a beaucoup de grinta, vraiment presque un joueur à l'Argentine, on va dire. Mais il n'est pas encore dedans. Donc on va laisser le temps d'adaptation pour Pavel Schulz. Mais les 2 sur lesquels je voudrais appuyer côté lyonnais. Le premier, vous l'avez compris, c'est Tyler Morton. Quel match! Il sait tout faire. Il sait faire des ouvertures de loin, il sait faire des tacles dans la surface quand il faut sauver les meubles, il tire les coups de pied arrêtés, il met même des patates. Mais qui es-tu, Tyler Morton ? D'où sors-tu ? Quel est ton parcours scolaire ? Il est monstrueux, ce joueur. Alors, on va voir sur la durée. Mais alors, quelle recrue quand même. Je sais pas comment Liverpool a pu le laisser partir pour 10 millions. On verra, la saison est encore longue. Mais quel plaisir d'avoir un joueur comme ça. Et déjà, je l'avais vu contre Retafe, à Bourgoin, c'est un joueur qui joue avec la tête levée. Il regarde pas ses pieds, il regarde pas autour de lui, il est Pirlo-esque dans sa gestuelle.
Et alors, il avait évidemment pas la qualité technique de Pirlo, on est d'accord. Mais l'adaptation est claire pour un joueur qui, quand même, généralement, les Anglais, ça met du temps à s'adapter. Hein, voilà. Quel plaisir, Tyler Morton. Voilà, enfin, fabuleux. Et en plus, ce que je trouve bien avec Tyler Morton, c'est qu'il bonifie Tessman. Tessman, depuis qu'il est arrivé à l'OL, c'est très moyen. Et d'ailleurs, on a vu contre Retafe qu'ils ont mis beaucoup de temps à trouver leur place l'un et l'autre. Et finalement, Tessman a fini par comprendre que sa place n'est pas en 6. Du coup, Tessman, qu'est-ce qu'il fait? Il joue un petit peu plus haut. Il joue un petit peu plus haut et il est vachement plus intéressant à la récup et beaucoup plus intéressant dans les appels qu'il fait. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça libère Tolisso. Donc finalement, ce milieu, il est super intéressant, même avec un Tanner Tessman qui est pas le meilleur joueur du monde, mais qui du coup s'intègre parfaitement à ce collectif-là. Et je pense que c'est lié au fait que Tyler Morton libère tout ça, par sa qualité technique, par sa qualité de passe et par son engagement de manière générale. Donc moi, je suis hyper fan de ce que je vois de Tyler Morton. J'espère que ça va durer longtemps comme ça, et j'espère surtout qu'il repartira pas trop tôt, parce que c'est un super, super, super joueur, vraiment. Se pose la question du coup de Mera, est-ce qu'on peut mettre Mera quelque part là-dedans? Bah pour l'instant non, mais c'est pas grave, Mera il est jeune, il aura du temps de jeu, ça va tourner, on aura des matchs de Coupe d'Europe, on aura peut-être des blessés et compagnie, mais là on est sur des problèmes de riches les enfants, hein. On est vraiment sur des problèmes de riches, hein. Donc on verra là-dessus. Je voulais aussi noter le très bon match de Moussa Niakhaté parce que j'ai souvent été très dur et je pense justifié envers Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté que j'ai trouvé très très bon sur ce match-là, très serein, plutôt bon à la relance et il faut le dire. Et moi j'avais pris le pari que Moussa Niakhaté ferait une bonne saison. On verra de quel penchant il va aller. Est-ce que c'était le Moussa Niakhaté du premier match qui était vraiment pas terrible dans le dos ou est-ce que ce sera le Moussa Niakhaté qui a été très bon contre Metz? Moi j'aimerais bien que Moussa Niakhaté qui est un chouette mec, qui est un bon gars, qui est un leader de vestiaire, devienne vraiment titulaire indiscutable et qu'on puisse plus lui contester. Parce que sur le premier match, c'était pas suffisant. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, Niakhaté. Voilà, on est quand même pas trop mal en ce moment. J'ai noté méfiance quand même, parce que la dernière fois que l'OL a fait un aussi bon début de saison, derrière ça a été une saison absolument catastrophique. Donc il faudra évidemment confirmer contre le premier gros choc de cette Ligue 1 qui sera le match contre l'OM à domicile, où il faudra pas faire pareil que l'an dernier. Mais on a la chance d'affronter un OM qui est pas encore pleinement en place, et donc on va peut-être réussir à enfin s'en sortir contre cet Olympique de Marseille qui est presque devenu notre bête noire. Et si l'OL pouvait faire 9 sur 9, ou à défaut 7 sur 9 au mois d'août, eh ben on aura mangé Gucci quand même, hein. On aura mangé Gucci. Est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil? Non, parce que l'OL a été largement supérieur à Metz, mais il y a eu plein de petites lacunes sur ce match, il n'y a pas eu que des satisfactions. On est loin d'être totalement serein, et je pense quand même que l'armada offensive de l'OM est encore supérieure techniquement à celle de l'OL, et que cette défense, elle est encore parfois fébrile, pas contre Metz, mais elle le sera peut-être contre l'OM. Donc attention quand même à pas s'emballer un peu trop. Karabekh, un petit mot. Bon, il est là où il faut quand il faut. J'ai pas trouvé son entrée fulgurante. De toute façon, il n'a pas énormément joué. Mais il est là pour ça. Comme Afonso Moreira. C'est des mecs qui sont là pour apporter en fin de match. Et s'ils arrivent à marquer un but ou deux, et ben c'est bien. C'est super. Le 3-0 reflète pas forcément le match. Alors en vrai, si. En vrai, si. Quand on regarde les stats, bah c'est logique. Peut-être 3-0, c'est un peu sévère. Le 2-0 aurait été un petit peu plus logique. Mais Metz n'a pas fait un bon match. Metz n'a pas eu énormément d'occasions. Voilà, Metz, c'est quand même assez faible. On en avait parlé la semaine dernière. Metz, offensivement, c'est faible. Au milieu, c'est faible et défensivement, c'est faible. Il y a un bon gardien. On a l'air d'avoir un bon gardien. Mais pour l'instant, Metz, moi, je les mets dans le wagon. Je les mets avec Le Havre dans le wagon. On verra bien. Tagliafico, c'est quand il revient titu? Bah pour l'instant, Abner fait un bon intérim. On verra si Tagliafico revient titu. Je pense que oui. Après, Tagliafico, il a re-signé tardivement, donc je pense qu'il est en déficit athlétique. Laissez-lui le temps, il aura largement le temps de jouer Tagliafico de manière générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter? Un mot sur Maitland Niles. Bah quand il est comme ça, il est bon. Maintenant, Koumbedi va partir, Maitland Niles va prendre sa place en arrière droit titulaire sur la saison. Il faudra qu'on ait le Maitland Niles qui n'est pas nonchalant. Mais là, le match de ce week-end, il est très bien, Maitland Niles. Le problème de Maitland Niles, c'est pas le niveau intrinsèque, c'est un bon joueur de foot. Le problème de Maitland Niles, c'est l'irrégularité. Il est en dilettante parfois, et quand il fait des mauvais matchs, il plombe son équipe. Moi, j'adore Maitland Niles quand il a la tête à l'endroit, quand il fait des centres comme ça et compagnie, c'est super. Voilà. Pas d'Alejandro Gomez, dommage. Oui, bon, on aura le temps. On aura le temps, la saison elle est longue les gars, il y a de la Ligue Europa, d'ailleurs le tirage c'est cette semaine, la saison sera très longue. Donc voilà, la saison de l'OL elle repose quand même sur deux choses à mon sens, et je l'ai déjà dit, c'est la capacité de Mikotadze à être un vrai tueur devant. Il va falloir à un moment donné qu'il soit le buteur qu'on a besoin qu'il soit, et Malik Fofana. On est le 25 août, Moussa Niakhaté a dit qu'il allait le séquestrer avec un seul droit de sortie, ce sera contre l'OM, bah fais-le Moussa s'il te plaît. Fais-le.
Parce que si on perd Malik Fofana, je sais pas comment on s'en relève. Hein. Je sais pas comment on le remplace, je sais pas comment on fait. On sait que l'OL est sur un ailier droit pour compenser. On sait que c'est Buonanotte de Brighton, mais que Brighton veut le prêter en première ligue, et donc il faut faire un peu le forcing pour que ça sorte. Mais l'OL a toujours besoin de cet ailier droit, mais il faut surtout pas que Fofana parte le 31 août, quoi. Parce que si Fofana part le 31 août, ouais, c'est Keda, s'il vous plaît, ce Keda. On sait que ça va être très difficile. L'OL a besoin des thunes de Fofana pour terminer la saison. Donc peut-être que si on arrive à vendre un Koumbedi, un Tessman, je sais pas quoi d'autre, puisqu'on n'a pas de profondeur de banc, mais si Fofana reste, je pense qu'il y a de quoi être confiant pour cette saison. Si Fofana part, c'est vraiment le we cannot replace him de Pep Guardiola, quoi. Voilà, donc on va voir. Pas de pack 4 matchs Ligue Europa cette saison. Je sais pas, j'ai aucune idée sur la billetterie de comment ça marche. Hâte de voir Graif, c'est une première contre l'OM, c'est pas un cadeau. On verra. En tout cas, Descamps a fait un super intérim qui probablement arrivera à sa fin contre l'OM, mais merci à lui. Voilà, c'est bien d'avoir un gardien remplaçant qui tient la baraque, ça n'a pas été souvent le cas à l'Olympique Lyonnais. Donc merci Rémi Descamps pour l'intérim, c'était top. Merci à toi. Je ne sais pas s'il restera à l'OL à la fin de la saison, mais pour l'instant, il a été très bon. Et il mériterait d'aller chercher une petite place de titulaire dans des clubs qui en auraient peut-être besoin, au bas de tableau ou dans un autre championnat, je ne sais pas. Voilà, on verra. Hein. Descamps aura quelques matchs en Europa. S'il reste. C'est dingue que la saison d'un club dépend de la vente d'un seul joueur. Mais c'est normal. J'avais ma liste de courses tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai fait ma liste de courses dans mon vieil agenda, mon vieux carnet, où là vous avez la course, vous avez la liste de courses, et j'ai retrouvé, du coup j'ai déchiré une page, regardez ce qu'il y a marqué là. Fofana, plus gros crack à l'OL depuis Fekir. Bon, après, il y a marqué Thomas Léonard, putain d'aveugle. Ça, c'est autre chose. Je me souviens plus du match, mais visiblement, Thomas Léonard était aveugle. Ce que j'avais dit, je pense, il y a 2 ans. Ça, c'est l'agenda d'il y a 2 ans. Malik Fofana, c'est un joueur parmi les plus gros cracks que l'OL a vu passer ces 10 dernières années. Donc, évidemment que la saison dépend de si l'OL est capable de le garder une année de plus ou pas. Bien sûr, je pense que Malik Fofana, si tu le perds, tu perds 15, peut-être même 20 points dans la saison. Parce que c'est ça qui va te faire gagner. Je pense que Malik Fofana, aujourd'hui, c'est la différence pour l'OL, potentiellement, entre la 6e et la 4e place. Donc c'est un calcul à faire. Est-ce que tu prends le risque de garder Fofana en te disant peut-être qu'avec Fofana, je peux faire top 4, ou est-ce que tu le vends, t'encaisses et tu le remplaces comme tu peux? On verra. J'ai pas dit que c'était le plus gros, hein. J'ai dit un des plus gros. Mais Cherki, je compte pas, parce que Cherki, c'est Cherki. Mais pour moi, oui, il est de la caste des Guimaraes, des Paqueta et des compagnies, bien sûr. Bien sûr. C'est un des plus gros cracks que l'OL a vu passer ces 10 dernières années. Et quand j'ai noté ce truc-là, c'était il y a 2 ans. Donc Cherki, il était encore dans le dur à ce moment-là. Évidemment que depuis, Cherki est allé au-dessus, on est d'accord. Mais c'est un joueur clutch, c'est un joueur percutant, c'est un joueur qui fait peur aux défenses, il sait tout faire, il sait finir, il va vite, il a... Quel bonheur, Malik Fofana, quoi. On parle de Malik Fofana, tu te doutes bien qu'on parle de Malik Fofana. Voilà, on a globalement tout dit sur ce match de l'OL. Juste, profitons-en tant qu'on est leader. Ça durera probablement pas, mais j'avais pas prévu que l'OL soit le tube de l'été, je vous avoue. On revient de tellement loin que je suis ému, très franchement, que cet OL-là soit capable de nous rendre un peu fiers et heureux pour le temps que ça durera. Voilà, Nuama le retour. Nuama, c'est plus tard, je crois. Hein. Nuama, c'est plus tard. Oubliez pas le tableau abordable de l'Europa. On verra le tirage. C'est pas sûr que ce soit abordable, mais c'est vrai que les équipes en Europa League sont pas si effrayantes. On verra. Avant d'avoir des ambitions, on va quand même confirmer contre l'Olympique de Marseille, ce serait pas mal, parce que la première grosse échéance de la saison du côté de l'OL, elle arrive très vite, hein, elle arrive dimanche. Donc bon courage à nous. Moi j'y crois, mais attention à la désillusion. Parce qu'une défaite contre l'OM, on peut partir en spirale négative. En plus, après, c'est la trêve internationale, ça va trotter dans les têtes, c'est la merde. Si jamais on gagne contre l'OM, là, vous me verrez m'emballer un petit peu. Là, on s'emballera un petit peu. Voilà pour le match entre Lyon et Metz. On va passer au match rigolo de ce week-end, le 4-0 de Lorient contre Rennes. Pourquoi il était rigolo ce match? C'est très simple. Expulsion de Mady Camara à la 6e minute pour un pied haut, hein, rien à dire. Puis alors derrière, vous avez Christopher Wu qui se dit tiens, si je faisais un tac par derrière à l'entrée de la surface. Rennes a joué à 9 pendant 80 minutes. Et vous savez quoi? Ils n'ont même pas été mauvais. Il a fallu que Lorient chatte un but avant la mi-temps, puis ensuite marque un corner pour que les Rennais abandonnent tout espoir. Mais à 9 contre 11, les Rennais, ils ont été meilleurs en première période. Et c'est pour ça que dans mon équipe type, j'ai mis aucun Lorientais, parce que le match de Lorient, en première mi-temps, il est franchement honteux. Ils font un tir cadré et ils n'ont pas la possession. À 11 contre 9, t'es fort quand même. C'est quand même fort. Donc
Rennes, 3 cartons rouges en 100 minutes de jeu. Va falloir se calmer peut-être un petit peu. Hein. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le pied haut de Camara, c'est rouge. Le pied haut, pardon, de Mani Camara, c'est rouge. Et le tac de Christopher Wu, c'est rouge. Il n'y a rien à dire. Voilà, la faute de Wu, on est vraiment... Oui, je suis d'accord que Camara, il fait pas exprès, mais c'est un geste qui est dangereux, ça vaut rouge, c'est normal. Le tac de Christopher Wu, on est vraiment sur un tac de débile. Hein. Enfin, franchement, hein, c'est... Et alors, en face, du côté de Lorient, je retiens rien. Je retiens un bon Laurent Abergel, et c'est tout. Je peux vous donner les buts. Hein. Le but de Soumano, c'est une perte de balle de Nagida au milieu de terrain qui est vraiment dégueulasse pour le coup, la perte de balle. Derrière, il y a un compte favorable sur Rouault et un but. Donc en plus, il déchatte sur le but. Hein. Juste avant la mi-temps, ça fait mal à la tête. Ils rentrent, ils sont à 9 contre 11 et ils ont un 0-1. Derrière, retour des vestiaires, 47e minute, corner, but de Tozin. Bon bah là, les pauvres Rennais, je pense que dans leur tête, ils se sont dit on va éviter de prendre une valise. Malheureusement, ça n'a pas trop marché, puisque bon, derrière, on a Pablo Pagis qui marque un but. Puis ensuite, on a une mésentente entre Samba et Jacquet, et on a Théo Lebris qui met un tampax sur Quentin Merlin, 4-0. Franchement, le match, il n'était pas intéressant. Alors, je corrige. C'est pas qu'il n'était pas intéressant. C'est que compte tenu des circonstances du match, le match de Lorient est pas bon. Vous allez me dire, oui, gagne 4-0, c'est bien. Oui, c'est bien pour Lorient, ils gagnent 4-0, c'est top pour le goal average, c'est top pour la lutte contre le maintien. Mais leur première mi-temps, elle est franchement honteuse. Et ils marquent 4 buts, c'est bien, mais globalement, ils font pas un bon match, les Lorientais. Franchement, ils font pas un bon match. Et c'est pas normal, à 9 contre 11, de te retrouver presque supérieur. On a quand même, à la 20e minute, Seko Fofana qui est tout proche d'ouvrir le score. D'ailleurs, Seko Fofana qui a été excellent, hein, faut le dire. Dans une situation quand même très compliquée, Seko Fofana qui met une patate, qui tape la transversale et le poteau, là. Ils sont pas loin de se prendre l'ouverture du score, les Lorientais, quand même. Hein. Leur première occasion, elle arrive à la 22e minute, donc Lorient n'a pas fait un but. N'a pas fait un bon match. Vraiment pas fait un bon match du tout. Après, forcément, quand tu joues à 9 contre 11 pendant 90 minutes, bah, au bout d'un moment, tu fatigues et tu te fais prendre par derrière. Donc, Rennes a résisté, puis à 0-2, on sent que le mental a lâché et qu'ils se sont dit c'est mort. Et là, bon, bah, il s'est plus passé grand-chose, ils en ont pris 2 de plus et puis basta, quoi. Donc moi, dans les tops, j'ai mis Seko Fofana, qui quand même revient à un très bon niveau athlétique, ce dont on commençait à douter, et moi le premier. J'ai mis dans mes tops les couilles de Bey à 9 contre 11. Parce que Habib Bey, il a joué en 4-3-1 avec Ludovic Blas en faux neuf. Bah pourquoi pas. Vous savez quoi, ça a presque marché. Voilà, et dans les flops, bah, évidemment Madi Camara, mais surtout Christopher Wu. Parce que Madi Camara, bon bah c'est malheureux, voilà, le geste est malheureux, il fait pas exprès, c'est rouge, ok. Mais Christopher Wu, tu peux pas faire ça. En plus, il est légèrement excentré, c'est pas comme s'il y allait avoir but derrière. Mais tu peux pas faire un tac comme ça. C'est pas possible quand même. Christopher Wu, oui, Wu, on s'en fout. Rennes, je suis curieux de les voir à 11 contre 11 quand même. Parce que je trouve que l'équipe, elle est intéressante, elle a des principes de jeu intéressants. Habib Bey a des principes de jeu intéressants. Mais pour l'instant, on peut pas juger. Ils ont gagné contre Marseille à 10 contre 11, et là, ils se prennent 4-0 à 9 contre 11. Ce serait bien, à un moment donné, de pouvoir voir Rennes à 11. Ce serait pas mal. Avoir la profondeur de banc, Rennes. Oui, c'est vrai. Après, ils jouent que la Ligue 1, donc c'est pas un problème pour eux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Dans les flops, la tribune fermée côté Lorientais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sorti des fumigènes et qu'ils ont envahi le terrain quand ils sont montés. Du coup, derby breton et on n'a pas d'ambiance. Et on est fatigué. Hein. Donc il y avait une grande banderole non aux sanctions collectives contre la Ligue. Ils ont raison. On parle pas de mecs qui se sont battus dans des stades ou de racisme ou quoi que ce soit. On parle de mecs qui ont célébré une montée, quoi. Franchement, c'est nul. On essaye de valoriser le produit et les mecs, on leur laisse même pas le derby breton. Ils viennent de remonter en Ligue 1. C'est nul, vraiment, c'est nul à chier, quoi. Donc voilà, ça fait chier d'avoir des tribunes qui parfois sont vides parce qu'il y a eu des trucs festifs. Voilà. Oui, c'est pas bien, les fumigènes, ça peut brûler les gens et compagnie. Putain, c'est pour une montée, quoi. Voilà. Abusez pas. Quand il y a des mecs qui font des saluts nazis, je comprends qu'on sanctionne et que les tribunes soient vides. Mais là, envahissement de terrain parce que les mecs sont contents d'avoir fêté le truc. Voilà, c'est flemme, quoi. Voilà, c'est bon. Les couilles de Bey, je vais pas dormir pour écouter ça, effectivement. Pour l'OL, on aurait pu parler de l'intervention speaker suite au chant anti-Johnny. Ouais, pareil, on est dans le grotesque, quoi. Voilà, on est un peu dans le grotesque. Il y a eu des chants anti-Textor du côté de l'OL, le match a été interrompu. On est dans le grotesque. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a quand même... Un supporter de foot, ça a 12 ans d'âge mental. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont repris de plus belle les chants. Quand vous dites à un gamin de pas aller là-bas, il va là-bas. Voilà, c'est pareil avec les supporters de foot. Donc, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Donc, un peu nul, dommage de ne pas avoir vu d'ambiance. Surtout que c'est un 4-0. En plus, Lorient, ça aurait été la fête pour eux. 4-0 contre le rival rennais, premier match à domicile, c'est dommage quand même.
C'est vraiment dommage. T'es pas content, tribune fermée, t'es content, tribune fermée. En fait, faut juste pas avoir d'émotion. Bah voilà, je suis exactement d'accord avec toi, avec Belek. C'est juste dommage. Juste dommage pour le côté festif. On va passer assez rapidement sur les matchs suivants parce que je ne les ai pas vus dans leur intégralité. On va d'abord parler du Havre contre Lens. Lens qui s'impose, mais qui s'impose dans la douleur face à une équipe du Havre qui a eu beaucoup plus d'occasions qu'elle. Deux équipes qui étaient à 0 points. Il y avait vraiment besoin de gagner du côté du Havre. Alors content pour Pierre Sage, mais c'est un match qui a plutôt été à l'avantage des Havrais qui se sont presque rassurés. Maintenant, pas de bol. Une belle percée de Udol où il y a une main dans la surface et ça ouvre le score du côté de Wesley Saïd. Ensuite, on a une passe décisive de Wesley Saïd qu'on aurait pu mettre dans l'équipe type pour Ryan Fofana côté droit qui conclut. On a un superbe but de Doucouré, une patate en reprise du volet du Pointard là juste avant la mi-temps. Et après, le Havre qui pousse, mais qui réussit pas à revenir dans le match. Voilà. Lens pas suffisant. Ils ont fait un meilleur match contre Lyon qu'ils ne l'ont fait contre le Havre, malheureusement ou heureusement, le football n'est pas toujours logique. Je suis toujours inquiet du côté de Lens. Lens, ils ont perdu Diouf qui est parti à l'Inter, donc ça a propulsé le jeune Silla au milieu de terrain. Il y a quelques petits trous dans cet effectif. Autant on a une assise défensive qui est intéressante, là on a eu le retour de Jonathan Gradit qui a pris la place de Baïdou qui avait vraiment été pas bon contre Lyon. Autant il va falloir un peu de calcium au milieu de terrain quand même, parce que c'est pas suffisant. Et évidemment, il manque ce fameux neuf. Ce fameux neuf qui aurait dû être Sinayoko mais qui n'est toujours pas Sinayoko parce que Ryan Fofana c'est pas mal cela dit, Morgan Guilavogui c'est pas bon. Les Fofana ont été bons ce week-end, les Seko Fofana, Malik Fofana, Ryan Fofana. Je pense que pour être bon ce week-end fallait s'appeler Fofana. Thomasson capitaine mais invisible, milieu de terrain pas suffisant. Donc je suis curieux de voir la fin de mercato de Lens parce que pour l'instant c'est pas assez à mon goût. On verra, mais c'est un match, pour le coup c'est une vraie victoire en trompe-l'œil. Thauvin très bof effectivement. Là je reprends ce qui a été dit sur Twitter parce qu'effectivement j'ai pas vu ce match dans son intégralité, mais j'ai lu une prestation de Thauvin pas terrible. Est-ce que le Havre s'en sortira ? On verra. Là, il y avait encore pas mal de changements. Vraiment, c'est une salade niçoise, le mercato niçois. On avait Samata devant, le trentenaire. On avait le retour de Loïc Négo dans le 11. Doucouré, très beau but. Il n'y a pas que des nullards dans cette équipe du Havre. Il manque quand même un peu de calcium là-dedans. Offensivement, c'est assez pauvre, c'est vrai. Keshta, c'est pas mal. Malheureusement pour le Havre, c'est ce genre de match qu'il faut gagner. Tu peux pas t'en sortir avec 0 points sur un match où tu es bon. Et on voit qu'offensivement ça suffit pas. Là le but ça vient d'un défenseur. Le HAC aurait mérité de gagner, mais malheureusement sur ces matchs-là, c'est ce qui manque. C'est le mérite. Le mérite ça compte pas. Donc dommage pour le Havre. C'est pas là où se jouera leur maintien. Ce sera dans les matchs contre les concurrents directs. Mais c'est une occasion de perdue pour le Havre sur ce week-end-là. Strasbourg-Nantes, pareil. Alors là, pour le coup, je l'ai vraiment regardé d'un œil et je vais me baser sur les tweets d'Emmanuel Merceron qui résume mieux le match que moi. Victoire de Strasbourg 1-0 dans un match où apparemment Nantes n'a pas été si mauvais que ça, avec une belle prestation défensive, notamment de Awaziem en défense centrale que j'avais déjà trouvé plutôt bon. Awaziem et Tati 17 ans que j'avais trouvé bon contre le Paris Saint-Germain. Mais des latéraux qui sont insuffisants. Et du côté de Strasbourg, un Emega qui a encore bien mangé la feuille avant de réussir à marquer. Strasbourg, toujours une armada de jeunes. Ça a tourné un petit peu parce qu'ils sont en plein barrage européen. Ils ont fait match nul contre Brøndby 0-0. Attention Strasbourg. Il va falloir aller arracher sa qualification en Ligue Europa Conférence du côté de la Suède. Ce ne sera pas forcément facile. Parfois, je me demande si Strasbourg va pas se retrouver embourbé en Coupe d'Europe. Voilà, c'est toujours du oui mais. Du oui mais. J'ai vu que Ablin avait fait une rentrée dégueulasse, que Mostafa Mohamed avait pas été bon, que Louis Leroux avait été insuffisant. Cet effectif de Nantes, il est pas dégueulasse sur le papier. Il est pas dégueulasse, mais il manque un petit truc. Alors, pas de bol pour Nantes. Il commence la saison contre le Paris Saint-Germain et contre Strasbourg. C'est quand même pas 2 cadeaux. Mais Danemark-Brøndby, pardon, excusez-moi. En plus, j'y suis allé, Danemark, évidemment. J'ai vu Brøndby OL et je suis allé à Copenhague. Excusez-moi, vous avez raison. Strasbourg n'a pas l'équipe pour jouer la conférence. Strasbourg, il y a vraiment ce côté melting pot. Strasbourg a enregistré sa 16e recrue là, à Tangana de Reims, qui aurait été mieux dans n'importe quel club de Ligue 1. Il aurait été titulaire. Là, je ne sais pas s'il va être titulaire. 16 recrues pour Strasbourg. Donc à un moment donné, il faut quand même que ce truc-là marche. C'est vraiment une auberge espagnole, Strasbourg. Donc on va voir si ça donne. Pour moi, ils ne sont pas encore au point. Côté nantais, le jeu au pied de Lopez, on sait, nous les Lyonnais, on sait. C'est pas suffisant, surtout contre des équipes qui pressent. Et Nantes, à qui il manque... vous savez ce qui manque à Nantes ? Il manque un Ablin performant.
Il y a un joueur que j'aime bien côté nantais que j'avais déjà aimé contre le Paris Saint-Germain, c'est Benatab. Benatab, c'est pas la dernière fois qu'on en parle parce qu'il y a vraiment un côté joueur frisson. À voir si ce sera un côté joueur frisson City Stade ou un côté joueur frisson capable de faire retourner les matchs. Mais il y a quelque chose chez ce joueur, donc je suis assez curieux de voir la suite côté nantais. Pour l'instant, c'est un début de saison qui est pas bon du côté de Nantes, 0 points. On verra s'ils sont capables de se redresser le week-end prochain. Dernier match du multiplex, on va passer dessus très rapidement. C'était le match entre Brest et Toulouse. On aurait pu penser que Brest allait être sur la lignée de son très très bon match contre le LOSC à domicile. Il n'en a été que dalle puisque Brest a décidé de se saborder tout seul comme des grands. Comment, vous allez me dire? Grâce au triangle des Bermudes, Majeski, le Cardinal, Chardonnay, doublé de Franck Magri. Les 2 buts sont offerts par la défense brestoise. C'est vraiment con quand même, hein, parce que Brest, ils ont vraiment un bon effectif sur le papier, mais alors défensivement, ça va pas du tout. Hein. Chardonnay, j'adore ce joueur, Chardonnay, il a l'air super sympa. Mais alors là, ce qu'il donne à Magri, on dirait vraiment les bugs FM, quoi. On dirait les bugs sur FM où vous dites « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Bah là, les 2 buts de Franck Magri, hein, respect à Franck Magri qui est un bon joueur de foot. Hein. Mais Majeski, il a des gants, c'est du caoutchouc. Le Cardinal, il a des trous. Et Brennan Chardonnay, ça fait 2 matchs de suite que c'est pour lui. C'est dommage pour Brest. Moi, c'est une équipe que j'aime vraiment beaucoup, Brest. Mais c'est dommage de s'aborder comme ça. Donc là, on avait l'équipe type, hein, encore une fois. Hein. On avait l'équipe type, donc Lala, Chardonnay, le Cardinal, Loco, le milieu de terrain, Pierre Lespelou, Magnetti, en attendant peut-être d'intégrer Joris Chotard qui vient d'arriver. Et devant, vous voyez, on s'est paluché sur Kamori Doumbia, là, il a été très discret. Et Ajor, qui est un peu inexistant. Toulouse, finalement, Toulouse, c'est l'équipe surprise de ce début de saison. 2 matchs de victoire, avec un effectif qui est quand même pas foufou. Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs à Toulouse. Il y a des bons joueurs. Canvo, JD Canvo, c'est un très bon joueur. Mackenzie, c'est un très bon joueur. Le petit à gauche, là, Metali, c'est un très très bon joueur. Yann Bourg, on sait que c'est un très bon joueur. Là, ils ont enregistré l'arrivée de Gift Orban. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que ça valait. Je leur ai dit, je sais pas s'il va marquer des buts, mais au moins vous allez bien rigoler. Toulouse, j'ai été un peu dur avec eux parce que leur prépa était dégueulasse. Hein. Vraiment, la prépa de Toulouse, ils ont pris des 7-0, des 6-0 et compagnie. Toulouse, c'est pas mal du tout quand même. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, peut-être que ça partira au mercato, je sais pas, c'est dommage parce que même au milieu, hein, Sauer, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais moi, j'aime bien le petit Metali, là. Il est jeune, non? Il a 19 ans, Metali. C'est pas mal, hein. Donc, Toulouse, déjà 6 points en 2 matchs, c'est bien, hein. Objectif maintien, mais c'est bien quand même. La prépa, faut regarder les matchs, les scores sont logiques. Ah bah, je sais pas, j'ai pas regardé les matchs de prépa de Toulouse. Hein. Ça, je vous crois. Pas encore officiel Orban, Charlie, Offenheim est dur en égo. D'accord, après, ça va se faire, je pense. Manque juste un 9. On va voir. Hein. Orban, est-ce que c'est le 9 qu'il leur faut? Je sais pas. Maintenant, il apporte quand même des qualités athlétiques assez évidentes. Stassin à Rennes, vous me dites? C'est pas mal, Stassin à Rennes, pour le coup. C'est un bon joueur, Stassin. Caceres, travail de long, gros joueur. Caceres, très bon joueur aussi. Non, mais c'est... on a été dur avec Toulouse. Quand on a parlé du mercato, j'étais pas loin de les mettre dans le wagon de la descente. Mais force est de constater qu'il y a quand même un trio derrière qui est intéressant. Et globalement, un effectif qui n'est pas si catastrophique. Ça manque un peu de calcium devant. Tant que t'as Gbo à ce niveau-là, ça ira. Mais Gbo, Orban, ça peut être intéressant. Mais voilà, effectivement, c'est ce que tu dis, Lillois. Faut pas qu'il perde Yangbo. S'il perd Yangbo, ça peut être compliqué. Ça peut être un peu compliqué. On a tout fait là. Hein. Il nous manque juste le dernier match de la semaine. Lille-Monaco. Lille-Monaco, qui était un vrai bon match. Vrai bon match sur la première période. Deuxième période, un peu moins bien. Mais alors, beaucoup d'occasions en première mi-temps. On avait du coup, côté compo lilloise, le retour de Thomas Meunier, une défense avec Ngoy, Alexandro, Perrault, Muko, André et Boadi. Boadi qui rentre dans le 11, il a été excellent. Et on avait Muko qui était positionné côté droit pour permettre à Haraldson d'être dans l'axe, qui est son meilleur poste, et Giroud. Giroud toujours là, Giroud en pointe, et Giroud encore un match complet. Et Giroud quoi? Giroud encore un but. Voilà, but à la 91e, le mec fait encore lever des stats, puis alors un vrai but de Renard des surfaces. J'ai vu un tweet sur X qui disait Aubameyang et Giroud, des mecs qui ont des doctorats en avant-centre. C'est exactement ça Giroud. Hein. Mais alors quelle santé Giroud, être capable à 38 ans d'être encore performant comme ça, de faire des matchs entiers et de réussir à marquer. Alors on va oublier son penalty dégueulasse de fin de match, mais... moi, j'ai jamais été un grand fan de Giroud. Je vais pas vous mentir. J'ai toujours été fan de Benzema, on opposait les deux. C'est pas mon style de joueur de foot. Faut fermer sa gueule en fait. Voilà, je ferme ma gueule. Bravo. Bravo Giroud. 38 ans, ça fait lever des stades. Ça scande son nom dans Pierre-Mauroy, 50 000 personnes. Voilà, bravo.
C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match de manière générale? Quand même beaucoup d'occasions. Un Lille assez incisif dans les premières minutes, puis ensuite qui est tombé en température, puis qui est remonté en température en deuxième période. On a eu beaucoup d'occasions franches, notamment Haraldsson sur une magnifique ouverture de Ngoy entre les deux défenseurs. Alors je sais pas ce qu'ils foutent les défenseurs monégasques sur cette action-là. Ngoy qui ouvre du coup pour Haraldsson qui se retrouve super contrôle, deuxième touche pourrie, il rate son duel. Qu'est-ce qu'on a eu? On a une saucisse de Hauser qui est pas loin de faire 1-0 avec Vanderson qui rate la reprise. On a eu aussi un très beau caca culotte à la 99e. Biret est tout proche d'arracher l'égalisation après le penalty raté de Giroud. Je vous avoue que ça aurait fait une fin de match de dingue, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut noter? Déjà, je voulais qu'on parle de Souleymane Diawara, parce que Dieu sait qu'en 15 ans, 20 ans, 25 ans de suivi de Ligue 1, j'en ai vu des consultants de merde. Hein. Mais alors, Souleymane Diawara, le pauvre, il est pas fait pour ça. Hein. Il est vraiment pas fait pour ça. Hein. Il y a à un moment donné le commentateur qui rame et qui lui dit parlez-nous de Giroud, vous avez joué contre Giroud. Et vous avez Souleymane Diawara qui fait Giroud, c'est un joueur qui est puissant et athlétique. Merci Souleymane. Vraiment c'était très utile. Il est pas fait pour ça, Souleymane Diawara. Vraiment, il est pas fait pour ça. Je pense que c'est peut-être un mec très sympa, mais il est pas fait pour être consultant, il est pas fait pour être homme de terrain. Le pauvre, vraiment le pauvre. Giroud, encore une fois, on en a parlé, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur Giroud? Je sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'à un moment donné, il va peut-être tomber en température, le bon Olive. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Boady, c'est fort ce truc. Hein. C'est fort ce machin. Hein. Je l'avais pas beaucoup vu jouer encore, mais Boady, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. À côté de ça, on a Benjamin André qui est tranquillement sur le déclin. Bon, ça se croise pas trop mal, hein, les emplois du temps. Hein. C'est quand même fort ce machin. J'ai été déçu par Monaco. J'ai pas compris deux choses côté Monaco. Déjà, je comprends pas le départ de Singo à Galatasaray. Déjà, je sais pas comment Galatasaray a 30 patates à mettre sur Singo, parce que je trouve que Singo est un excellent joueur. Alors, on sait que Monaco doit vendre et que c'est mieux qu'ils vendent Singo que Zakaria, et que finalement, ils ont les postes doublés à droite et ils ont de la profondeur de banc en défense centrale, mais c'est quand même dommage. Ça a été très faible sur ce match, Monaco. Offensivement, on a Kliouche qui est toujours aussi virevoltant, mais Minamino, il est pas dedans. Minamino, il est pas dedans du tout. Et j'ai pas compris la titularisation de Balogun. Alors là, pourquoi ne pas mettre Biret sur un match comme ça, alors que tu sais qu'Alexandro, c'est pas le défenseur le plus mobile du monde, que Ngoy, il a des erreurs de jeunesse, il a été pas mal, mais il a fait quelques relances pourries. Pourquoi tu mets pas Biret? Ben Seguir, il est sous snooze. Ah ouais, Ben Seguir, ça va pas. Hein. Il a plus la tête à Monaco. Hein. Donc, Monaco, j'avais été très enthousiaste sur le match contre le Havre. Là, je suis très déçu. Je vous le dis. Je suis très déçu. Lille mérite sa victoire. Vous savez que je suis le premier à râler sur Genesio et à pas l'aimer, mais Lille mérite amplement sa victoire. Ça a été un très bon Lille de manière générale. Et ça n'a pas été un bon Monaco. Donc Monaco, attention, parce qu'ils ont quand même un très bon effectif sur le papier. Probablement le deuxième effectif de France aujourd'hui, devant l'OM, à mon sens. Mais c'est pas suffisant là. Biret, petite gêne à l'entraînement semaine dernière. Ah, pardon. À 18h, quand est-ce qu'on ouvre le dossier? On verra, mais c'est vrai que la saison dernière est pas suffisante. Et là, cette saison, on jugera au bout de quelques journées, mais ce match contre Lille, c'est pas suffisant à mon sens. C'est soit tout, soit rien. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est soit tout, soit rien. Et Lille, voilà, vous avez Giroud, vous avez Mathias Fernandez-Pardo qui est peut-être un peu bloqué dans son éclosion par Giroud. Mais alors, le décalage, le déposage de caravane de Mathias Fernandez-Pardo sur Mawissa, là, wow, la vitesse qu'il lui a mis, c'est un très bon joueur, hein, Fernandez Pardo. Je sais pas quand est-ce qu'il va avoir vraiment sa chance à Lille, mais c'est un super joueur, hein, Fernandez Pardo. Mais de manière générale, dans cette équipe de Lille, il y a vraiment des bons petits joueurs. Hein. Ngoy, 3 millions. Les mecs ont perdu Diakité. Diakité, acheté 3 millions, revendu 40, ils prennent Ngoy pour 3. Ngoy, alors c'est pas parfait, il y a eu des relances dans l'axe dégueulasses et compagnie, mais alors l'ouverture pour Haraldsson, elle est folle quand même. Super recrue pour l'instant. Hein. Super recrue. Romain Perrault, on verra ce que ça donne, mais c'est quand même une bonne pioche aussi pour pas très cher. Haraldsson, ça y est, prend son envol enfin. Correa, je suis pas encore convaincu, mais ça apporte la vitesse dont ils ont besoin sur le côté gauche. On verra Lille. Ils ont un mercato qui est très dur quand même, où ils perdent Chevalier, ils perdent Diakité, ils perdent Angel Gomez, ils perdent Jonathan David. Tu remplaces Jonathan David par Olivier Giroud et il perf. Putain la vache, quand même. Meunier Lancette, oui, Meunier qui continue à mettre des patates à 20 mètres, il a peur de rien. En tout cas, ils n'avaient pas été bons sur le premier match Lille. Ils avaient eu beaucoup de réussite pour arracher le nul à Brest. Là, ils ont été pas mal. Ça aurait même pu gagner 2-0 avec le penalty de Giroud qui part en tribune. Mais voilà.
On a tout dit hein, de manière générale là-dessus. À Monaco, les joueurs sont là pour la French Riviera. Bon, ouais, ça c'est un peu un stéréotype ça, hein. Et Gudmundsson, c'est vrai qu'on n'a pas noté Gudmundsson, mais c'est une grosse perte aussi. Ils ont perdu Bakker, qui est retourné de prêt, mais qui était beaucoup utilisé par Bruno Genesio. Donc pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal. 4 points sur 6, alors que le mercato n'est pas encore terminé côté lillois. On va voir. Il manque un DG, un DC et un BU. Un DC, je suis même plus sûr, mais oui, un BU, je suis pas d'accord. Parce que Fernandez Pardo peut jouer BU. Pour moi, il leur manque un défenseur gauche et un défenseur central. Ouais. Monaco, on a l'impression que ça veut pas se faire mal. Ouais, je sais pas, un petit côté un peu en dilettante, Monaco. On verra, hein. Je continue. Après, Monaco, ça fait toujours podium tranquille, mais ça devrait pouvoir aller un peu plus haut et être un peu plus serein que ça. Pogba, c'est pour quand? On a dit novembre, non? Et c'est pareil, hein, Monaco. Il y a milieu de terrain, vous avez Camara et Zakaria, c'est super, mais derrière, il n'y a pas grand monde, hein. Donc on va voir. Monaco, ils sont quand même pas à l'abri à un moment donné d'avoir des blessures ou des choses qui vont venir les faire dérailler. Donc on va voir. On va voir. On a terminé pour les 9 matchs de la journée. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur l'équipe type que je n'arrive pas à trouver. L'équipe type, elle est où? Bah, elle est là, c'est normal que j'arrive pas à la trouver. Élément, elle est ici. L'équipe type de ce week-end. Alors déjà, on va revoir les résultats. Comme ça, vous les avez sous les yeux, avec beaucoup de buts donc ce week-end. Pas mal de victoires à domicile aussi. La seule équipe qui a chuté à domicile, c'est le Havre. Sinon, on n'a que des victoires à domicile. L'équipe type de ce week-end. Un petit tour sur la Ligue 2. Non, parce que j'ai pas du tout eu le temps de voir la Ligue 2 ce week-end. L'équipe type de ce week-end. Je vous ai choisi pour ce week-end, dans les buts, Yévan Diouf, auteur de magnifiques arrêts contre Auxerre, et c'est lui qui permet à Nice de rester dans le match. Une défense centrale, Moussa Niakhaté, Nathan Ngoy. Je sais, j'avais mis Alexandro, mais j'ai des Lillois qui m'ont dit ouais, Ngoy mieux, Ngoy mieux, Ngoy mieux. Bon, bah d'accord, j'ai mis Ngoy du coup. À droite, j'ai évidemment mis Tom Louchet qui a été excellent. 2 passes D, pas trop de doute là-dessus. On aurait pu mettre Doucouré du Havre, mais bon, ils perdent. Il met un beau but, mais ils perdent. À gauche, j'ai un peu triché. J'ai un peu triché à gauche, j'avoue, parce que Mathieu Hudol, il joue plutôt en défense centrale à Lens, mais j'adore Mathieu Hudol. Voilà, c'est lui qui donne le premier but à Lens, et je l'ai trouvé encore une fois très bon dans ce que j'ai vu. Il y a une très bonne capsule de Florent Tonuti sur la manière dont il amène le premier but. Metalli à gauche, c'est vrai, j'aurais pu mettre Metalli à gauche. C'est vrai, tu as raison, c'était un bon candidat. Au milieu de terrain, j'ai mis Fabian Ruiz, buteur avec le Paris Saint-Germain. J'aurais pu mettre Abergel côté Lorientais, c'est vrai, mais j'ai quand même voulu mettre un seul Parisien pour pas faire le ronchon. Tyler Morton, évidemment, on l'a dit en large et en travers, pourquoi Tyler Morton. À gauche, Malik Fofana, magnifique. À droite, j'ai décidé de mettre Ilan Kebal parce qu'il m'a impressionné, même s'ils perdent. C'est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas ce but à 2-2 qui peut permettre au Paris FC d'aller arracher une victoire. Devant, évidemment, Aubameyang, auteur d'un doublé et d'un énorme match, et Franck Magri, auteur d'un doublé et qui donne la victoire à Toulouse. Et en coach, j'ai longuement hésité. Mais j'ai décidé de mettre Paulo Fonseca pour une raison très simple qui est que l'OL n'a jamais vraiment été inquiété par le FC Metz et que je voulais faire mon chauvin quand même un petit peu. Benatab aurait aimé sa place. Ouais, mais ils perdent aussi. Voilà, ils perdent. Donc, ouais, aucun Lorientais, Nico. Je me suis justifié sur Twitter. Pourquoi j'ai mis aucun Lorientais? Parce que je trouve qu'à 9 contre 11, Rennes fait un meilleur match que Lorient en première période et que j'ai pas trouvé Lorient impressionnant, de manière générale. J'aurais pu mettre Abergel à la place de Ruiz, mais il n'y a aucun autre Lorientais qui m'a paru vraiment intéressant. Voilà. Si vous avez d'autres suggestions, moi je vous avoue qu'elle a été assez facile à faire, cette équipe type, ce week-end. Peut-être en défense centrale, j'hésitais avec Alexandro. Mais sinon, ça a été assez simple de manière générale. Voilà. Peut-être j'aurais pu mettre un Toulousain en plus, à la limite. Mais voilà, à un moment donné, j'ai le droit d'être aussi un peu chauvin et de mettre de Lyonnais. Hein. On est là pour être subjectif, hein, de toute façon. Après 2 journées de Ligue 1, c'est quoi tes équipes à suivre? Celles qui te hype bien. Bah, j'aime bien Auxerre. J'aime bien Auxerre. J'aime bien Lyon. Voilà, je trouve que Lyon est intéressant à regarder. Toulouse est intéressant à regarder. Et voilà. Et voilà. T'as raison, ça fait bien de mettre Polo après une pelote compliquée. Bah ouais, c'est ça. Lopez réussit une relance, j'étais choc bas. On a terminé ce débrief. Le programme de la journée de la semaine prochaine, avant qu'on ait une trêve internationale, on aura Lens qui affrontera Brest vendredi, Lorient qui affrontera Lille à domicile samedi, Nantes Auxerre, Toulouse Paris Saint-Germain, Angers Rennes, Le Havre Nice, Monaco Strasbourg. Ça c'est une belle affiche qu'ils ont mis dans le multiplex. Je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi. Paris FC Metz et le gros match, premier très gros match de cette saison. Le match entre l'Olympique Lyonnais et Marseille. Si, j'ai le classement notamment. Et bah non, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas mis.
Il arrive dans 2 secondes. Non, je ne l'ai pas fait. Le classement, je suis une merde. Mais le classement, l'Olympique Lyonnais est en tête de ce championnat. 4 équipes à 3 points. Le Paris Saint-Germain, Toulouse et j'ai oublié la 4e. On a gagné le classement. Mais en plus, le pire, c'est que je l'ai fait le classement. Alors, où je l'ai mis? Laissez-moi 2 secondes. On va pas trop perdre de temps parce que j'ai pas encore mangé. Le classement, si, il est là. Regardez, le classement, il arrive dans 5, 4, 3, 2, 1... Voilà, et il prend tout l'écran parce que je ne l'ai pas réglé. Voilà, bon bah c'est pas grave, on va niquer l'overlay. Le classement, vous le voyez, l'Olympique Lyonnais est en tête devant Monaco, Paris et Strasbourg, les 4 équipes à 6 points, Lille-Lorient, Lille à 4 points derrière, et on retrouve un gros paquet d'équipes à 3 points et des équipes qui vont pas bien du tout, mais on avait à peu près prévu, Paris FC, Metz, Le Havre, Nantes, voilà pour le classement. Monaco, je me suis planté dans le classement. Je me suis complètement planté dans le classement. Qu'est-ce que fout Monaco ici ? C'est Toulouse, c'est pas Monaco. Je me suis complètement planté dans le classement. C'est Toulouse qui est 2e. Pardon, excusez-moi. Il y a eu une erreur d'export. C'est pas grave. Le classement va dégager. Hop là, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu du tout. On a terminé pour ce débrief qui aura duré 1h10, un peu moins long que la semaine dernière. Un débrief que j'ai pas expédié, puisqu'on a fait les choses. Vous me direz, vous préférez comme ça ou vous préférez avec les stats? Dites-moi en commentaire sur YouTube. Vous préférez comme ça en plein écran? C'est plus simple? C'est mieux? Tu feras un débrief spécial Olympico. Je sais pas. Je sais pas parce que je rentre de vacances à 21h30, donc il faudra que je sois à l'heure. Peut-être. Si on gagne, oui. Si on perd, je suis pas sûr. Comme ça, c'est bien. Plus rapide, plus straight to the point. C'est bien. Comme ça, c'est pas mal. Et ben, on fera pareil la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine puisqu'on est lundi. Profitez bien de cette dernière semaine du mois d'août, même s'il va pas faire beau dans la majorité de la France. Merci à vous d'être nombreux. Vous étiez encore plus de 1000 en live sur Twitch. J'espère que vous serez encore plus de 20 000 en débrief sur YouTube. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de mettre des pouces, de mettre des commentaires, d'envoyer ça à vos potes en vous disant « Waouh, regarde, son débrief de Lorient-Lens, il est incroyable, etc. etc. Quelqu'un peut me dédicacer un fromage dans les commentaires. Voilà, si vous êtes sur YouTube, dédicacez un fromage en l'honneur de président Dodo. L'US Open, rien à taper, même si bravo Benjamin Bonzi pour la 2e victoire sur Daniel Medvedev. Merci pour les travaux. Une semaine en tant que leader. Voilà, on va en profiter. Et si jamais on gagne contre l'OM, on aura 2 semaines de plus en tant que leader. Donc on va croiser les doigts. Allez l'OL et allez le foot. Allez la Ligue 1. Abonnez-vous à Ligue 1 Plus. C'est une bonne plateforme. Je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais je préfère vous dire les choses quand elles sont vraies. Une grosse bise, un gros bisou à David Godu, vainqueur sur la Vuelta aujourd'hui et 2e du classement général, en espérant que ça continue comme ça pendant les 3 semaines. Ciao, bisous, à bientôt.